Pour moi, il y a trois façons de produire, trois formes de propriété dominantes qui correspondent plus ou moins, alors si on schématise, hein, parce que ça se coupe pas comme ça, mais à trois, disons, idéal type. Donc il y a la propriété privée des moyens individuels des moyens de production qui se rapproche du capitalisme, la propriété publique des moyens de production qui est plutôt proche du communisme, et puis la propriété collective privée sous forme de coopérative par exemple, donc les entreprises publiques pour le public. Hein. Les propriétés collectives privées des moyens de production, comme les coopératives, qui se rapprochent plus du socialisme. Ceci dit, dans le socialisme, alors là, il y a plein de formes de socialisme différents qui combinent en proportions variées, je dirais, l'entreprise privée capitaliste, l'entreprise publique, etc. Donc dans mon modèle, il y aurait une disparition, en dehors des travailleurs indépendants, de la propriété privée individuelle des moyens de production. Et la raison est simple, et donc il n'y aurait plus que des coopératives et des entreprises publiques. Alors, on va bien préciser ça, parce que c'est important. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette définition des trois grands modes de faire valoir en fait, d'une entreprise. L'entreprise nationalisée, l'entreprise collective, mais collective privée, et puis l'entreprise privée. Alors, tu me dis disparition de la propriété privée des moyens de production, sauf pour le travail indépendant. Alors, est-ce que tu peux... Privé individuel. Ça paraît être un oxymore de dire il n'y a plus de propriété privée des moyens de production, sauf pour les travailleurs indépendants. Travailleurs indépendants, si on est dans une société, par exemple, de micro-entreprise ou d'une constellation, d'une atomisation de travailleurs indépendants, on va avoir, c'est-à-dire qu'avant 1850, c'est-à-dire grosso modo depuis 150 ans, c'est-à-dire une seconde sur l'échelle du temps par rapport à la révolution néolithique, si la révolution néolithique a lieu à une semaine, donc très peu de temps, on n'avait que des travailleurs indépendants. Et que la notion d'entreprise, qui va avec d'ailleurs la création artificielle de formes juridiques qui permet de conduire une entreprise en SARL, en SA, SAS, etc. La conduite de l'économie se faisait par la propriété privée des moyens de production du travailleur indépendant. Donc, ce que j'aimerais que tu précises, ce n'est pas pour l'instant une critique, ce que j'aimerais que tu précises, c'est quelle différence il y a entre un travailleur indépendant qui est propriétaire de son outil de production et dont apparemment, si j'ai bien compris, tu lui laisses le droit de continuer à être propriétaire de son outil de production, et puis une entreprise où il y a plusieurs personnes, où là, il ne peut pas y avoir une propriété individuelle, c'est-à-dire qu'une seule personne ne peut pas. Voilà. Comment est-ce que tu fais la différence ? En fait, pourquoi supprimer la propriété privée individuelle des moyens de production ? C'est pour éviter l'inégalité économique. Puisque quand il y a de l'inégalité économique, du coup, il y a des gens qui deviennent extrêmement puissants, des grands propriétaires ou des grands dirigeants, qui dominent les autres travailleurs, mais après qui font même pression sur les orientations politiques des pays. Donc ça, c'est ce qu'expliquait Marx, c'était l'infrastructure qui domine les superstructures. Donc ça, c'est la raison principale. Alors après, concrètement, donc d'où l'idée de supprimer la propriété privée individuelle des moyens de production. Sauf pour les travailleurs indépendants. Sauf pour les travailleurs indépendants. Alors pourquoi on peut les laisser eux ? Eh bien en fait c'est l'idée que c'est très difficile, en étant tout seul, d'accumuler, ça peut arriver, mais enfin c'est extrêmement rare, peut-être qu'avec l'informatique on peut peut-être y arriver un jour, mais en étant tout seul, d'accumuler un pouvoir si fort, d'abord qu'on devient extrêmement puissant vis-à-vis des autres, et qu'on se met à dominer les autres, voire même à dominer les orientations démocratiques d'un pays. Donc en général, les travailleurs indépendants, en tout cas aujourd'hui, ils s'exploitent eux-mêmes ou ils se font facilement exploiter. C'est des questions de dépendance, en fait. Les oppositions, c'est les dominants contre les dépendants, et pour éviter ça, c'est l'égalité. Non mais... L'égalité des moyens de production et de la propriété. Mais ma question, c'était pas celle-là. Mais la question, c'est comment tu fais la différence, où se situe la limite entre un travailleur indépendant et une entreprise. Ouais. Ben, en fait, c'est très simple. Disons qu'il y a trois systèmes. Le système traditionnel d'autrefois, il y avait les chasseurs-cueilleurs il y a très longtemps,
mais déjà ils étaient en groupe. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a eu, à partir du néolithique, il commençait à y avoir des exploitations qui étaient au début en tout cas plutôt familiales, et donc la propriété était collective, même si c'était pas toujours très démocratique, c'était souvent justement le patriarche qui dominait, et la propriété était quand même collective, quoique des fois elle était surtout c'était la propriété du chef. Bon, ça c'était il y a longtemps. En tout cas aujourd'hui dans les fermes agricoles, familiales, la question c'est bien qu'il peut y avoir une confusion dans les fermes familiales, en tout cas soit la propriété à tout le monde, et ça ressemble à une coopérative, après la question c'est de la démocratie, hein, mais voilà. Donc là on est, si c'est une ferme familiale par exemple, comme ça existe encore aujourd'hui, c'est une propriété collective. Après, il faudrait regarder juridiquement dans le détail comment ça se passe, mais disons, c'est un peu l'esprit. Voilà. Si la personne est un travailleur indépendant tout court, et qui n'a pas de salarié, il devient de fait, il est de fait travailleur indépendant. Alors après, le problème que ça pose, c'est que c'est là où il faut étendre ces problèmes-là, c'est qu'il n'y a pas juste la propriété, il y a une relation de dépendance. Et si on prend l'exemple de Uber, bon, pour l'instant c'est plusieurs acteurs, mais disons que on pourrait imaginer même qu'il y ait une personne à Uber qui va fonctionner. Aujourd'hui, grâce à la technologie, Uber réussit, en travaillant avec plein de travailleurs indépendants, à les dominer parce qu'ils sont dépendants du moyen de production, qui est la plateforme Uber. Alors, oui, Ça complique le problème, disons. Non, mais si on quitte disons, l'énumération d'exemples et qu'on essaie de s'élever au niveau des principes, un travailleur indépendant qui a le droit de continuer à subsister dans l'éco-société autogestionnaire, c'est quelqu'un qui travaille tout seul avec son outil de production. Bon. Si cette personne embauche un salarié, alors tu vas me dire si je comprends bien ou si je comprends mal, à partir du moment où l'embauche un salarié, ça devient entreprise. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Bon, alors, un travailleur indépendant qui embauche, donc excusez-moi je me répète, mais des fois ça va mieux en répétant, comme ça on est bien sûr de ce qu'on dit. Dès qu'il embauche un salarié, il passe au statut d'entreprise. Bon, selon ta définition, parce qu'aujourd'hui, un travailleur indépendant, c'est une entreprise aussi, même s'il n'a pas de salarié. Hein. Mais bon, je me mets dans le modèle éco-société autogestionnaire. Un travailleur indépendant qui embauche un salarié, même un CDD de 6 mois, il passe au statut entreprise et donc il est collectivisé. Bah, il doit de fait devenir une coopérative, donc voilà, ça veut dire il est collectif. Il faut que les décisions soient égales. Alors, bien. Propriété, donc les décisions. Oui, mais non, mais pour qu'on comprenne bien, précisément comment ça se passe. Le travailleur indépendant qui n'embauche pas de salariés, mais qui va travailler avec différents partenaires, aussi bien en amont qu'en aval, c'est-à-dire au niveau de ces différentes sources d'approvisionnement, donc le marché fournisseur, qu'en aval avec ses consommateurs, peut, disons, souscrire de façon illimitée des prestations de services. Tant qu'il n'embauche pas un salarié, il peut continuer à fonctionner. Oui. Bon. Alors, ça veut dire que si on a un réseau très dense d'entreprises avec un seul propriétaire, mais ces entreprises, disons, collaborant entre elles par des prestations de services, on reste, c'est une question que je pose avec votre intervention, on reste dans un système que tu nommes la propriété privée des moyens de production autorisés, dans la mesure où il n'y a qu'un seul propriétaire et dans la mesure où il n'y a pas de contrat de travail. C'est pour ça que un des autres piliers qui est à mettre en œuvre, c'est pas seulement la question de la propriété, mais la question aussi de la régulation la régulation du marché. Donc il faut réguler le marché, donc là peut être le marché des travailleurs indépendants, le marché des entreprises publiques, le marché des coopératives. Non, mais je pense que c'est... Oui, là, on va y venir, mais je pense qu'il est très... ça me paraît très important de bien comprendre que dans la société que tu prônes, on a toute liberté d'être travailleur indépendant et de négocier des prestations de services avec d'autres travailleurs indépendants, sans pour autant entrer dans le cadre d'une législation coercitive qui vient nous obliger à changer de structure juridique. Ah bah si, dans le système écosocialiste, l'idée c'est que il faut au maximum faire les deux grands principes qui sont derrière, c'est permettre à la fois l'égalité entre les travailleurs et la liberté des travailleurs. Donc la liberté, ça veut dire qu'il y a un marché, l'égalité, ça veut dire qu'on va planifier et réguler le système.
Et pour ça, il y a deux principes. Une propriété égale qui permet, disons, ça ne suffit pas, mais c'est une condition minimum pour des décisions égales. Et l'autre principe, c'est quand il y a, mettons, beaucoup de coopératives en compétition sur le marché, beaucoup de travailleurs indépendants ou même d'entreprises publiques, il y a aussi un marché des entreprises publiques. Il faut, pour éviter les inégalités trop fortes, il faut à nouveau les réguler pour égaliser les puissances. Par la propriété et la régulation, c'est toujours les deux principes. Ok. Donc on a des travailleurs indépendants qui ont le droit de continuer à travailler comme ça. Des entreprises nationalisées, est-ce que, parce que je reprends les trois rubriques là, les entreprises nationalisées, il y en a ou pas? Oui, en fait, le principe, c'est... Bon, là c'est clair. Il faut se développer le plus possible en coopérative, mais quand elles deviennent trop grosses, les entreprises, elles deviennent très puissantes, et donc elles ont un poids enfin, pour l'exemple, je sais pas, imaginons une coopérative qui produit de l'énergie qui devient très grosse, elle devient aussi puissante que EDF, elle a une influence très importante. Donc il faut qu'elle soit nationalisée pour qu'au moins elle réponde aux intérêts généraux. Donc là, il y aurait une action coercitive, législative, qui, à partir d'un certain seuil, par exemple un seuil de chiffre d'affaires ou de valeur ajoutée, ou de marge brute, seuil déterminé, les coopératives seraient nationalisées. C'est ça. Bon. Passons maintenant aux coopératives. Aujourd'hui, on a des PME qui ont 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 salariés et qui sont propriétés privées, soit d'une personne, soit d'un groupe d'actionnaires. C'est pas des coopératives. Non, je dis aujourd'hui. Les entreprises. C'est ce que je dis. Oui, okay. Aujourd'hui. Voilà. Ces entreprises, dans ton système éco-socialiste autogestionnaire, seraient collectivisées, je dirais, de façon autoritaire. Il y a donc, c'est bien ça? C'est ça. Voilà. Il y aurait donc une loi, un ensemble de mesures législatives qui transformerait, aujourd'hui, prenons des exemples clairs, une PME de 30 personnes en une coopérative. Alors là, j'ai deux questions. Qui et comment se prendrait la mesure législative? Parce que tu dis souvent on oblige, on fait produire, alors donc qui prend la mesure législative? Et comment s'articule cette mesure? C'est-à-dire, comment ça se passe concrètement? Parce qu'aujourd'hui, dans une PME, on a un mode de fonctionnement que tout le monde connaît. Comment est-ce qu'on passe concrètement de ce mode de fonctionnement à l'autre? Donc, première question, qui prend la décision? Donc là, évidemment, il faut que la décision soit prise démocratiquement. Donc il faut qu'il y ait, l'idéal en tout cas dans les décisions démocratiques, c'est quand il y a des référendums qui sont prises. Donc il y a un référendum qui permet de décider ce principe-là. Ensuite, il y a plein de façons de la mettre en œuvre. C'est pas pour t'interrompre, c'est pour que tu précises le référendum. Ce référendum, qui en aurait l'initiative? Oui, alors moi je veux bien qu'on en parle, c'était plutôt le dernier pilier, parce que là sinon on va dériver vers d'autres sujets. C'est la question de la démocratie. On reviendra tout à l'heure sur comment on met en œuvre la démocratie dans un écosocialisme autogestionnaire. D'accord. Donc là on disait, une fois que c'est décidé par exemple par un référendum, qui est à mon avis une des meilleures solutions, même si ça a ses limites, une fois que c'est décidé... Comment? Quelles sont les limites du référendum? Non, mais à nouveau, on revient sur le même sujet. Bon, je note tout ça sur la démocratie. Et une fois que c'est décidé, il y a plusieurs façons de mettre ça en œuvre. Soit c'est du jour au lendemain, en gros, le propriétaire est exproprié. Bon, ça c'est déjà fait dans certains pays, c'est pas forcément très juste, mais après on peut considérer que... Ou les propriétaires. Oui, ils sont déjà bien enrichis par le passé, donc ça va, ils ont déjà assez exploité les autres, on peut considérer ça comme ça, ou on peut considérer qu'il n'y avait pas forcément exploitation et puis qu'il y avait un mérite quelconque, et à ce moment-là on indemnise complètement ou partiellement le propriétaire. Du coup il devient un propriétaire à part égale, mais il a en échange une grosse somme d'argent avec laquelle il va pouvoir acheter une maison ou autre, ou des biens, alors, des voitures. Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu là-dessus? Ouais. Restons sur les mesures techniques. Si je te propose, laissons de côté les raisonnements émotionnels. Bon, on est d'accord là-dessus. Mais techniquement, si j'ai bien compris, et tu me dis si j'ai mal compris, il va y avoir deux catégories de propriétaires, les gentils et les méchants. On va faire simple. Bon. J'ai pas dit ça. Non, mais alors donc je suis moins caricatural. Ceux qu'on
expropriera Mm. et ceux qu'on indemnisera. C'est les mêmes. Hein. Ça peut être les mêmes. Ce sera la même personne, ça peut être ou une procédure ou l'autre. Oui, Ou un peu de c'est deux d'ailleurs. c'est bien ce que je dis. Ça peut être Alors, un mixte. bon, il y en a qui seront expropriés et d'autres indemnisés. Donc, encore une fois, qui va décider que Monsieur A ou le conseil d'administration A va être exproprié et que, par contre, Monsieur B ou le conseil d'administration B, lui, va être indemnisé. Donc, qui va décider et selon quels critères? Non mais après je disais, c'est même pas forcément dans le même système. On peut combiner deux systèmes, on peut considérer, après c'est tout un problème de... Mais en qui l'occurrence. Non mais en l'occurrence c'est pareil, c'est une fois que le référendum est fait, il peut y avoir plusieurs choix. On exproprie tout le monde, on indemnise tout le monde, on fait un mixte, jusqu'à tant de millions par entreprise, il y a plein de possibilités. Disons, ce qu'il faut surtout, c'est la même chose pour la dette. Hein. Il y en a qui considèrent que la dette il faut l'annuler, d'autres qu'il faut la rembourser. Bon voilà, c'est des visions de est-ce qu'il y a eu exploitation par le passé, est-ce que c'était juste ou pas juste, c'est ça les enjeux. Alors, supposons que le référendum ait donné comme résultat, nous allons exproprier ceux qui se sont trop enrichis, et nous allons par contre indemniser ceux qui ont été des managers vertueux. Bon, supposons que le résultat du référendum démocratique donne ça. Bon, comment est-ce que concrètement on met la mesure en œuvre? C'est-à-dire, qui va. Est-ce que ça va être dévolu à la justice? Est-ce qu'il va y avoir des juges qui vont étudier bon, est-ce qu'il va y avoir des critères précis pour savoir quels sont les. Voilà. Ou bien, est-ce que. Comment ça va être fait? Non, mais une mesure par exemple qui pourrait être plus simple, c'est de dire par exemple, jusqu'à un certain pourcentage les entreprises qui sont, je sais pas moi, qui ont un patrimoine, je dis ça comme ça un peu au hasard, par exemple en dessous de 1 million d'euros, ben, on indemnise les propriétaires et tout ce qui est au-dessus est exproprié. Oui, enfin voilà, donc ça s'arrête comme ça. C'est une façon simple. Et du coup, c'est dans tous les cas, et du coup, c'est les impôts qui redistribuent, ou bien l'entreprise elle-même qui redistribue à chaque propriétaire. D'accord. Bon, ok. Ça pourrait être ça, par exemple, mais il y a plein de combinaisons possibles. Surtout ça c'est pour les détails techniques. Après, il faut surtout réfléchir, à mon avis. Enfin, j'appelle pas ça des détails. Non, mais quand même, il y a deux grandes différences. C'est on indemnise. Bon, déjà, on indemnise ou on n'indemnise pas. On exproprie sans indemniser. C'est quand même ça les deux grands principes. Après, on peut faire plein de combinaisons possibles en choisissant le niveau d'entreprise, la durée, etc. Le sens de ma question, là, je vais donner un avis un petit peu plus personnel. Ça me paraît extrêmement aléatoire, justement, de catégoriser, de juger des personnes qu'on va indemniser et d'autres qu'on va exproprier. Là, je donne mon avis personnel. Il me paraîtrait plus simple et plus facile à mettre en œuvre de décider tout simplement on exproprie ou on indemnise. Parce que c'est ce que j'avais dit au début. On n'aurait pas. Oui. C'est ça que j'avais dit au début. Tu as pu combiner, pourquoi pas, mais c'était plutôt l'un ou l'autre. Oui, mais bon, moi je voudrais savoir de quel côté tu penches. Est-ce que tu pencherais pour une disposition qui dirait bon, à partir du moment où on a une entreprise avec un salarié, on passe en collectif et on exproprie le loyer. Voilà. Ça c'est clair, net, sans bavure. Hein, c'est adopté d'un point de vue démocratique. Donc il n'y a pas de souci, c'est la majorité des gens qui sont d'accord. Alors qu'un système où il y aurait en fait un procès à chaque entreprise pour savoir si on va indemniser ou bon, ça me paraît. C'est pas ça que j'ai pas jamais dit ça. C'est toi qui a proposé ça. Moi je parlais comme j'expliquais au début, je disais où on exproprie où on indemnise, et après, effectivement, on peut combiner les choses, mais ça complique les choses. Ah bah oui, si on combine, il faut faire un procès pour chaque entreprise. Non, mais il suffit de décider, justement, ça peut être beaucoup plus simple, ça peut être un truc arithmétique, les trucs arithmétiques sont égaux, donc un peu injustes, mais en tout cas, c'est plus simple, c'est de dire, toutes les entreprises où il y a plus d'un patrimoine d'1 million d'euros, eh ben, tout ce qui est au-dessus est exproprié et tout le reste indemnisé. D'accord, oui, alors là, effectivement, si on a un marqueur comptable, voilà. Hein, bon, par exemple, c'est plus simple. D'accord. On ne va pas effectivement faire un procès pour chaque entreprise, ça devient très compliqué. Enfin, de faire une analyse comptable. Oui, parce que tu as quand même dit tout à l'heure, lorsque les gens se sont beaucoup enrichis,
Tu l'as dit ça, lorsque les gens sont beaucoup enrichis, les actionnaires sont beaucoup enrichis, bon, ceux-là, on les indemniserait pas. Par contre, ceux qui ont largement Quand redistribué... je parlais de ça, c'était par rapport aux critères, de savoir à combien, est-ce que c'est 1 million, 10 millions, 1 milliard, à quel niveau on décide d'expropriation. C'était par rapport à ça. Oui, ok, C'est un d'accord. principe général. Oui, d'accord. Bon, donc ça, c'est la différence. Maintenant, à l'intérieur de l'entreprise, bon, ça suppose d'abord que le référendum a été adopté, que la majorité des gens ont dit nous sommes d'accord. Non, mais là, c'est pas dans l'entreprise, ça se passe au niveau national. Oui, c'est bien ce que je dis. Ça suppose, pour mettre en place une telle mesure, qui est une mesure colossale, c'est-à-dire qu'on va collectiviser toutes les entreprises de plus de 0 salarié. Dès que tu as 1 salarié, tu vas être collectivisé, c'est-à-dire tu vas passer en coopérative. Ça, on est d'accord, on sait comment ça fonctionne une coopérative. Et donc, l'ensemble des moyens de production va être réparti à parts égales entre tous les salariés. Bien. Donc, c'est une mesure très forte, une mesure totalement révolutionnaire. Ça suppose, bien entendu, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il y ait eu un référendum et que la majorité des citoyens a été d'accord de faire ça. Bon. La question que je pose là est une question un peu culturelle. Est-ce que tu penses, donc là je m'adresse à Thierry Brugvin, est-ce que tu penses que, c'est pas du tout ironique ce que je dis, hein, c'est vraiment une question que je pose comme ça, à plat, est-ce que tu penses que la majorité, aujourd'hui, connaissant la façon dont les gens réagissent dans les entreprises, enfin ce qu'ils attendent des dirigeants, etc., est-ce que tu penses aujourd'hui que les 22 millions, je pense, ou 25 millions de salariés en France, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, parce qu'ils vont devenir propriétaires, les 22 millions de salariés en France sont majoritairement, voire grandement majoritairement d'accord pour passer en coopérative? Je pense que non, parce qu'en fait aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les gens considèrent que... Je pose même pas la question, ça leur semble normal qu'il y ait des salariés, ça leur semble normal qu'il y ait des patrons, ça s'appelle la pensée unique. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans un système qu'on pourrait qualifier de capitalisme libéral, ils pensent que c'est un système juste normal, c'est juste l'évidence de la vie. Donc si tout d'un coup on leur dit tiens on peut changer les choses, ils vont même pas comprendre, ça va les désarçonner. Par contre, il faut un certain temps pour éduquer les gens, et puis ceux qui sont déjà en coopérative par exemple, qui voient comment ça fonctionne, la plupart ils seraient pas du tout favorables à revenir au système à une entreprise capitaliste classique. En disant ça, tu te fondes sur quoi? Sur des études? Par exemple, tu dis quelque chose de très intéressant. Tu dis aujourd'hui les gens qui sont en coopérative, ils ne sont pas très nombreux, hein, les coopératives, il n'y en a pas énormément. Aujourd'hui les gens qui sont en coopérative, c'est-à-dire tous les salariés qui sont copropriétaires de leur entreprise, ne voudraient pas revenir au système avant. Bon, est-ce qu'il y a des études là-dessus qui ont été faites? Par contre, tu dis qu'il n'y en a pas énormément. En juridiquement, des scopes, il n'y en a pas beaucoup en France, mais si on regarde l'ensemble des personnes qui travaillent de façon sur les trucs, on considère qu'il y a, alors je crois, il faudrait vérifier les chiffres, mais si on considère la coopérative au sens large, les mutuelles, les coopératives de production et puis les fermes autogérées familiales, ça représente, donc ils sont plus ou moins dans le principe des coopératives, alors après plus ou moins, ça dépend comment on définit le principe, mais bon. Hein, et on arrive à plus ou moins 1 milliard de travailleurs dans le monde, et donc ça devient quand même une force importante. Alors, aujourd'hui, tu as quand même le sentiment que si on fait un référendum maintenant, en disant tous les salariés, les 25 millions de salariés, est-ce que vous êtes d'accord pour que votre entreprise soit, qu'il y ait une loi qui s'impose, hein? Bon, tu as le sentiment que ça passerait pas, les gens ne seraient pas d'accord. Peut-être aujourd'hui, il faudrait vérifier, hein, peut-être que si, mais en tout cas... Toi, ton sentiment, c'est quoi? Non, mon sentiment, c'est que la preuve, s'ils étaient vraiment d'accord, ils voteraient tous pour des partis qui s'en rapprochent, comme le France Insoumise. Aujourd'hui, c'est 15%. Donc, alors, voilà. si on part du principe qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts, enfin, les salariés ne sont pas prêts à passer, les salariés eux-mêmes ne sont pas prêts à passer en coopérative, si on part de ce principe, comment est-ce que tu envisages par l'intermédiaire de ton parti, éco-socialiste ou ton gestionnaire, enfin, bon, c'est pas le cas, mais admettons que, comment tu envisages de faire changer cette mentalité? Est-ce que tu envisages des actions de type révolution culturelle, des actions sur la mentalité des gens, ou est-ce que tu envisages des actions législatives? Parce que il n'y a pas que la voie du référendum démocratique pour mettre en œuvre des mesures. La preuve, c'est que jusqu'à présent, on ne l'a jamais fait. C'est généralement, si on regarde l'histoire depuis le néolithique, c'est toujours une oligocratie, une minorité qui impose des changements radicaux. Hein. Les bolcheviks, ils étaient non seulement peu nombreux, mais ils étaient ultra minoritaires.
Bien, et ils ont changé complètement un système qui a perduré pendant 70 ans sur l'ensemble de l'Europe, la majorité de l'Europe. Donc, est-ce que tu envisagerais que dans le cas oligocratique c'est pas un gros mot, ça désigne tout simplement l'exercice du pouvoir législatif par une minorité de personnes. C'est la démocratie représentative. Démocratie représentative, c'est un mot qui est plus... C'est plus sympathique, mais ça peut sympathique, mais moi j'ai dit oligocratie chose. parce que ça me semble plus étymologiquement adapté. Ouais. Plus étymologiquement adapté. Donc, tout simplement par la constitution actuelle, un parti, pourquoi pas comme le parti de la France Insoumise, qui arriverait pourquoi pas majoritaire à l'Assemblée nationale, avec un président élu, même avec 18% des voix, mais élu quand même, et qui prendrait une mesure, dire écoutez, à partir d'aujourd'hui, toutes les entreprises de plus de 1 salarié, ça passe en coopérative. Bon, c'est techniquement possible. Bon. Est-ce que tu serais plutôt favorable à une action de ce type-là, qui est une action classique, connue, hein, c'est-à-dire une mesure décidée par une minorité de personnes, dans le cas de système oligocratique légal et accepté en tout cas par tout le monde, ou bien est-ce que tu voudrais attendre qu'il y ait une révolution culturelle dans l'esprit des salariés et un référendum démocratique, parce que pour moi, référendum, ça ne suffit pas, il faut définir s'il est vraiment démocratique, pour mettre en place un tel changement de la conduite de l'entreprise.